Aujourd'hui, je suis heureuse de te présenter la deuxième composante de la théorie du nid évolué de Darshan Narvaez, le toucher bienveillant en mouvement. On s'en souvient dans cette série spéciale qu'on a débutée avec Malika Bonaparte il y a quelques semaines. Notre objectif, c'est d'approfondir notre compréhension de l'environnement de soins autour du mammifère humain. Dans la première partie de cet entretien-là, on va surtout faire la genèse des événements puis des réflexions qui ont mené mon invitée, Marie-Claude Lacerte de l'entreprise Vivace Maison, à faire une grande place aux pratiques qui mettent de l'avant le contact physique avec les enfants. Je suis Élisabeth Dufresne et je te souhaite la bienvenue à Les Émergents. Immergé dans un monde de toucher. Les vêtements, le vent, l'humidité, même notre langage est influencé par l'univers sensoriel. On va dire « Ah, je suis un peu rigide » ou « Elle est vraiment chaleureuse ». Puis comme le dit Narvaez dans son ouvrage, le toucher, c'est la première forme d'expérience sensorielle qui va être ressentie par le bébé et qui va favoriser sa croissance. C'est le toucher qui enseigne aux nourrissons à être membres de leur espèce, de leur famille, de leur clan. La peau, c'est un organe qui est social. C'est l'organe le plus vieux puis le plus sensible de tous nos organes. C'est notre médium de communication, c'est notre protection la plus efficace. À la naissance, l'organe de la peau entre déjà en mode apprentissage en entrant en contact avec l'environnement ressenti qui comprend les mouvements d'air, les gaz, les particules, les parasites, les virus, les bactéries, les changements de pression, de température, d'humidité, de lumière, puis bien d'autres choses encore. Heureusement, le corps de ses parents va offrir à l'enfant un cadre sécuritaire pour faire face à toutes ces nouvelles expériences sensorielles-là. L'enfant s'ancre dans ses parents avant de s'ancrer dans la vie. Marie-Claude Lacerte, t'es ma voisine, mon amie précieuse, mais t'es aussi la cofondatrice de l'entreprise Vivace Maison, que tu décris comme un studio de création dédié à l'étude du mouvement humain et la recherche de solutions concrètes pour transformer son style de vie. J'ai envie de te lancer une question déjà comme ça. Être vivace, c'est quoi pour toi? Il y a toujours deux aspects qui me viennent en tête de la vivacité. Il y a l'aspect physique, d'être pleinement vivant dans son corps, d'avoir ses pleines capacités. Puis il y a aussi l'aspect de la vivacité d'esprit. Puis quand je m'imagine vieillir, je voudrais pas avoir à choisir entre un et l'autre. Je veux les deux. Puis je pense qu'on aspire tous à une vie longue, en bonne santé. Puis je cherchais un mot qui résonnait profondément avec moi. Puis on dirait que je cherchais le vocabulaire, surtout en français. Puis j'avais l'impression que épanouissement ou bien-être, c'était juste, mais émotionnellement, c'était pas aussi fort, puis ça représentait pas autant le feu que je ressens quand je pense à la vivacité, puis cette intensité-là qui vient, puis la dimension aussi de d'être vivace qui est de traverser les saisons, puis en fait d'être pleinement adapté aux saisons et de devoir les vivre pour avoir un cycle complet de vie. Il y a des plantes qui, s'ils ne vivent pas l'hiver, ne peuvent pas survivre. C'est un peu ça comme dans ma quête de réaliser quand on aspire à quelque chose, à un état de bien-être optimal, peu importe comment on le nomme, le chemin va être parsemé d'embûches puis d'obstacles.
puis d'hiver, puis de désespoir, puis de défis. Puis ça, quand on le reconnaît dans l'expérience, ça enlève pas la difficulté, mais ça, au moins, ça apaise une certaine panique qu'on peut ressentir. C'est vraiment juste. Puis c'est ça, tu sais, d'ailleurs, donc aujourd'hui, je t'ai invité pour couvrir la composante numéro 3 de la série spéciale que je fais sur la théorie du nid évolué de Darshan Harvais. C'est une psychologue qui a rassemblé donc 9 composantes qu'elle juge être l'environnement de soins. Là, c'est une genre de traduction libre que je fais, là. L'environnement de soins naturels idéal du mammifère humain. Puis ce type de contexte-là va vraiment nous permettre de nous développer pleinement puis de devenir vivace. Tu sais, c'est tellement un mot, je trouve, qui résonne avec sa théorie. Puis c'est beau parce que mon but en créant ce podcast-là, c'était vraiment de revenir à la base. Puis je constate chaque jour les différences majeures entre les enfants, moi, que je côtoie. Tu sais, c'est sûr que tout ce qu'on va parler aujourd'hui s'applique aussi aux adultes, mais pour côtoyer des enfants, je les vois se développer, puis il y en a certains qui sont plus calmes, plus posés, plus curieux, créatifs, d'autres qui sont agités, qui sont craintifs, qui sont constamment dérégulés. Puis l'idée avec ce podcast-là, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que inévitablement, la plupart des gens, à un moment donné, ont à guérir de leur ou se remettre de leur expérience, tu sais, d'enfant. Puis je trouve que toi puis ton mari, vous apportez beaucoup, beaucoup à travers votre projet, différents éléments de réflexion par rapport à c'est ça, comment un être humain va se développer, puis l'état de son bien-être aussi, tu sais. Puis j'ai tellement pensé à toi, en fait, en entrant en contact avec la composante numéro 3, parce que justement, un de vos focus majeurs en tant que couple, c'est les pratiques aussi associées à la parentalité proximale, telles que le portage, le cododo, l'allaitement, le HNI, que vous avez vous-même identifié comme des composantes essentielles à une vie saine, à un mode de vie sain. T'sais. Puis, veux pas, ben, l'enfance, c'est le début de tout, ce qui va en suivre. T'sais. Fait que toutes ces pratiques traditionnelles-là, qui font partie du mode de vie vivace, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils vont mettre de l'avant l'importance du toucher. Le fait que ces pratiques-là, ils étaient rares à l'époque où on était nous-mêmes enfants, va vraiment me laisser penser que notre génération, on est un petit peu moins à l'aise avec le toucher, puis que pour cette raison-là, ça peut être plus difficile pour nous d'être à l'aise avec ce genre de proximité-là. Puis j'avais envie que tu me parles un peu pour commencer, lancer le bal. C'était quoi la relation que tu avais avec le toucher, toi, à l'arrivée de Marc Aurèle? Puis j'ai envie de savoir plus précisément si le toucher était présent chez toi, dans ta famille, quand tu étais enfant. Quand j'ai lu la question, ça m'a immédiatement ramené dans mon enfance, puis j'ai des souvenirs vraiment beaux, puis vraiment précieux de mon enfance. J'ai grandi sur une rue où il y avait plusieurs familles, qui avaient 3, 4 enfants, des enfants de notre âge. J'ai eu la chance de grandir avec mes grands-parents en face, qui étaient des grands-parents gâteaux, qui étaient, tu sais, à la retraite, tout le temps présents. Il y avait un sentiment d'ancrage et de sécurité profond. Puis j'ai jamais senti que j'avais manqué d'affection. Fait que, mais autant des deux côtés de la famille, c'est pas nécessairement des personnes ultra comme colleuses ou chaleureuses physiquement, mais ça me semblait tout à fait normal. Il y avait rien, je sentais pas de froideur. Je nous trouvais normal, normaux. Puis, tu sais, c'est drôle parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En fait, ma quête initiale avec Viva, c'était né autour du jeu libre pour les enfants. Mm-hmm. Cette vision-là des enfants qui jouent librement dehors, qui a tout le temps quelqu'un avec qui jouer, ça a tellement été beau dans ma vie que quand je lisais des études sur comme quoi le jeu libre disparaît de génération en génération, j'avais l'impression que c'est ça, c'est toute cette expérience humaine-là, toutes les émotions puis la beauté associée à ça allaient disparaître aussi. Puis c'est là que je me suis sentie mobilisée à agir. Mais j'avais pas d'enfant à ce moment-là. Fait que c'était plus en mode, je veux protéger l'enfance que j'ai connue.
Puis on s'est rencontrés justement à une formation sur le jeu libre à Montréal, avant qu'on devienne des campagnardes. Yes. Puis, fait que, tu sais, puis là, j'essaie de comprendre, bien, justement, moi, je m'inscris dans le domaine des saines habitudes de vie. OK, l'humain, on n'est plus en santé. Pourquoi? Puis le pilier mouvement m'intéressait particulièrement. Puis là, le jeu libre m'interpellait. Mais ma quête n'a juste jamais arrêté de comprendre, OK, mais c'est quoi bouger, en fait, tu sais? Puis c'est quand j'ai eu un enfant, comment dire, que j'ai réalisé, en fait, que cette enfance-là que je jugeais normale et complète et saine, en fait, il y avait des trous. Puis j'ai souffert de certaines carences. J'ai vécu, des troubles anxieux ou des trucs que j'attribuais simplement à ma personnalité ou à mon histoire personnelle ou à un défaut de caractère. Puis c'est en redécouvrant des pratiques, comme tu dis, par les yeux de mon enfant, pour offrir ça à mon enfant, que là, je contrastais avec ma propre enfance, puis j'ai fait « Ah, non, OK! » Genre, je me sentais comme ça parce qu'il y avait des trous. Puis j'ai aucune amertume envers mes parents. Tu sais, j'ai comme pas de colère. Je sais juste qu'ils ont fait ce qu'ils jugeaient bon à l'époque, puis qui était juste dans une culture qui, justement, la culture dans laquelle on a grandi. Les personnes qui écoutent, c'est quand même fascinant de dire c'est probable qu'on ait été des enfants pouponnières. On est nés, on s'est fait mettre à la pouponnière. On a été séparés de notre mère, puis la mentalité, c'était pas malveillant, c'était de dire il faut que la mère se repose. Puis les bébés sont cordés dans des boîtes en plastique. On a vécu ça, tu sais. Tu sais, ma mère, elle a allaité jusqu'à 6 mois, ce qui est déjà en haut de la moyenne, tu sais, dans certaines familles, mais on n'a pas fait de cododo. J'ai été traumatisée de devoir dormir seule la nuit. Mais encore une fois, comme enfant, dans ma tête, c'était moi qui n'étais pas une grande fille. Tu sais, fait que toutes ces expériences vécues-là, je l'interprétais comme c'est moi le problème. Puis, au fil du temps, quand je réfléchissais à justement c'est quoi les besoins fondamentaux d'un enfant, de l'angle du mouvement, où il y a le jeu libre. Mais là, le jeu libre, souvent, c'est l'étude du jeu libre. En ce moment, c'est un peu plus pour les enfants en haut de 3 ans, mettons. Mm-hmm. Puis l'univers de... Mais c'est quoi un bébé? C'est quoi un bébé? Puis c'est quoi un enfant? Parce que ta profession t'a amené à côtoyer des enfants. Puis moi, en tenant mon propre enfant dans mes mains à sa naissance, j'ai réalisé que j'ai jamais tenu un bébé naissant de ma vie. Je ne sais pas comment le manipuler. J'ai peur de l'échapper. Puis que je réalise que j'ai aucune connaissance par observation ou j'ai pas de transmission passive de comment être avec des enfants parce que quand j'étais entourée d'enfants, moi, j'étais un enfant aussi, puis j'étais consciente, fait que sûrement en haut de 5 ans, fait que j'ai des souvenirs de mes oncles et mes tantes, puis c'était une ambiance super relaxe dans ma famille. On jouait tout le temps, j'avais plein de cousins et cousines, on était tout le temps dans un mode de jeu, mes oncles et tantes ne sont pas colériques, il n'y avait pas vraiment d'intervention. Fait que dans ma tête, c'était ça, élever un enfant, tu sais, il naît, puis c'est harmonieux, puis c'est de la douceur, puis c'est pas compliqué. Puis là, je suis comme, oh! Il y a beaucoup de choses à réapprendre pour ce petit être-là. Puis c'est là que je suis tombée par l'angle du mouvement, toutes les pratiques de parentalité proximale. Puis c'est drôle parce que nos chemins se rejoignent. Puis une de mes réalisations, c'est un peu comme tu le mentionnes en intro, c'est vraiment intéressant. Tu as observé qu'il y a des enfants qui ont l'air épanouis, puis il y a des enfants qui n'ont pas l'air épanouis. Puis je pense que socialement, c'est la même chose avec certaines maladies ou douleurs ou mal-être émotionnel. On peut observer qu'il y a des gens qui ont l'air plus heureux que d'autres, mais on dirait que des fois, les raisons, les causes, socialement, on va dire « Ah, c'est peut-être sa génétique. Ah, c'est son histoire personnelle. Ah, c'est la chance. Ah, je peux rien y faire. » Tu sais, genre, cette maladie-là me tombe dessus. Mm. Puis il faut comme un moment où je pense qu'il va falloir s'arrêter comme société puis se dire, ça n'a pas de bon sens. Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que oui, la tristesse, oui, les mauvais jours font partie de l'expérience humaine. Il y a une part d'imprévisible qui fait partie de l'expérience humaine. Mais quand on regarde les statistiques,
sur les taux de maladies chroniques. Puis j'inclus là-dedans les maladies de désespoir, comme la dépression, l'anxiété, les troubles, même alimentaires ou les pensées suicidaires. C'est des maladies qui ne sont pas, qui se retrouvent pas naturellement quand un humain est dans un habitat adéquat pour lui, puis qui vit dans un mode de vie qui est adéquat pour lui. Fait que de se dire, aïe, puis on dirait que comme société, il fallait se rendre à des chiffres catastrophiques. Tu sais, qu'on ne peut plus ignorer le fait qu'on dirait que ça ne va pas bien, là. Puis dire, il y a peut-être d'autres causes. Ça ne peut pas être une histoire individuelle. Tu sais, l'enfant qui est agité puis qui est turbulent, là, c'est pas juste parce qu'il est un enfant turbulent. Tu sais, il y a peut-être de quoi creuser. Fait que, tu sais, je pense qu'on est dans cette démarche-là de dire, OK, mais si tout le monde ne va pas bien, c'est parce qu'on vit la même chose. Puis là, c'est de réaliser que, oh my God, cette vie-là qu'on juge normale n'est pas représentative de ce qu'on devrait vivre. Puis c'est là que ça devient un processus qui peut être saisissant, parce qu'on dirait que ça enlève le voile sur la société qu'on connaît, là. Mais ce que je trouve vraiment intéressant de ta perspective, c'est que, justement, toi, tu sens pas que tu as eu comme des gros traumas d'enfance ou que, tu sais, dans le sens que quand je t'entends parler, c'est comme, moi, j'avais une vie stable, mes parents, ils étaient stables. Puis, tu sais, pour d'autres conversations qu'on a eues avant l'enregistrement du podcast, mais, tu sais, tu as eu quand même, c'est ça, tu avais une proximité en plus, tu avais comme un village d'attachement parce que tes grands-parents, ils étaient en face de toi. Tu avais des amis autour, il y avait du jeu libre. Fait que je trouve ça intéressant que tu constates que malgré tout ça, tu avais des mots MAUX que tu avais de la difficulté à expliquer, tu sais. Puis c'est vrai que souvent, tu sais, notre premier réflexe, justement, ça va être d'aller voir comme qu'est-ce que ses parents n'ont pas fait de correct, tu sais. Ou, tu sais, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose au niveau, justement, de son éducation, la façon qu'elle a été élevée ou que... Mais dans l'approche, moi, je trouve ça révolutionnaire aussi, ce que tu apportes avec Vivace, c'est de dire, en tant que collectif aussi, on a normalisé des pratiques qui sont complètement déconnectées de nos besoins biologiques. T'sais. Puis c'est vraiment ça que Narvaez, elle va venir apporter. T'sais. Puis dès les premiers instants de vie, comme tu l'as nommé, là, les bébés pouponnières, puis on en a parlé avec Malika aussi, la façon dont on va naître. Puis justement, j'avais envie de t'amener à cet endroit-là parce que on sait que le premier contact d'un bébé avec son parent va être in utero. Fait que toi, tu as ton petit garçon, Marc-Aurèle, qui a vécu cette expérience-là. Tu as été le nid pour ce petit Marc-Aurèle. Puis c'est ça, dans le fond, toute l'expérience du toucher, parce que j'ai vraiment envie qu'on se concentre sur ce besoin-là aujourd'hui, il est présent dès la conception, dans le fond. Puis l'embryon, il va connaître sa mère par des sensations à l'intérieur de son corps, tout au long de la grossesse. Puis là, après ça, il y a l'accouchement. Dans son livre « Touching », l'anthropologue Ashley Montagu, il va parler de l'importance du passage du bébé dans le vagin de sa mère lors de l'accouchement. Puis on pourrait voir ça un peu comme le premier grand toucher originel, là, j'ai envie de dire, de la mère envers son enfant. Puis les nourrissons mammifères qui sortent par voie basse, elle explique ça dans son livre, Narvaez. Dans le fond, ils vont subir une contraction qui va provenir de l'utérus, puis c'est cette pression-là qui est exercée par les os pelviens qui va éveiller tout le système corporel de l'enfant. Fait que c'est quand même vraiment important puis fondamental. Il va y avoir comme toute une colonisation aussi de bonnes bactéries, une stimulation hormonale qui va venir favoriser l'attachement. Juste ça, c'est déjà comme tellement un départ que beaucoup de bébés n'ont pas parce qu'il y a toutes sortes de situations qui arrivent et qui font en sorte que les bébés vont naître par césarienne. T'en parles ouvertement là, dans ton podcast, ton bébé à toi, il est né par césarienne malgré ton souhait d'accoucher en maison de naissance. Je pense que plusieurs mères vont se reconnaître dans ton témoignage. Puis moi, justement,
tu sais, je trouve ça touchant parce que je te connais puis je le sais à quel point c'est quelque chose qui est important pour toi, tu sais, d'offrir une expérience à ton enfant qui est calée sur justement ces grandes étapes-là. Puis ça, tu vois, on a la constatation que des fois, même si c'est ça qu'on veut, il y a des choses qui arrivent puis ça se passe pas comme ça, tu sais. Euh, Moi, j'ai envie de te demander, sens-tu que ces différentes pratiques traditionnelles-là là, qui mettent de l'avant le toucher, donc le portage, l'allaitement, le pot à pot, le cododo, vous ont aidé en tant que famille à apaiser un peu vos cœurs, puis vos corps même, suite à cette expérience-là qui est inattendue? Puis avant que tu me répondes, j'ai envie de nommer que, puis c'est quelque chose que j'ai adressé avec Malika aussi, c'est de dire, tu sais, aujourd'hui, oui, on adresse justement ce qui, selon nous, est comme une espèce d'idéal calé sur les besoins biologiques, mais justement, il arrive toutes sortes de choses dans la vie qui font en sorte qu'on n'aura pas pu nécessairement offrir ça au bébé. Puis, je pense que ce que je trouve génial de l'approche de Narvaez, c'est qu'elle va expliquer que, en fait, une des composantes, c'est la composante de la guérison. Puis de dire que c'est important d'intégrer des pratiques de guérison dans notre système général de soins parce que on est des humains. C'est sûr qu'il va se passer des affaires qui vont faire en sorte que ça n'aura pas été pile poil. Puis je trouve qu'on a un bel exemple justement avec l'arrivée de Marc Aurèle, puis de tout ce que vous avez mis en place par la suite. C'est ça, j'ai envie de t'entendre là-dessus puis de voir comment ces pratiques-là ont pu venir justement peut-être rétablir une arrivée sur Terre qui n'a pas été aussi douce que ce que prévu. C'est drôle parce que justement, avec Vivace, on s'était dit, moi, puis Vincent, qui est mon mari, puis le père de Marc Aurèle, à vouloir sortir d'un modèle de santé qui est basé sur la thérapie puis la guérison, justement, de dire est-ce qu'on est capable, comme individu, comme personne, d'inspirer l'action en visant quelque chose de positif, en visant la santé. Puis, parce que le système entier, en ce moment, est basé sur guérir des maladies, puis souvent, quand il est trop tard, tu sais, quand la maladie, quand ça crie tellement fort qu'on doit intervenir pour éviter un désastre, mais on s'est dit, est-ce qu'on est capable? Toute notre idée, c'était justement sur éviter d'arriver à certaines problématiques. Puis quand j'étais enceinte, j'étais profondément convaincue que ça allait bien aller. Tu sais, j'étais tellement bien dans mon corps. Puis nous, notre approche, c'était de dire, on est juste des futurs parents, des individus en quête de réponse sur comment bouger plus dans le contexte actuel. Puis on réalise qu'il fallait ramener certains mouvements dans notre quotidien. Puis on s'est dit, on tripe sur ce qu'on découvre, fait qu'on va le documenter au fur et à mesure. Fait qu'à l'époque, beaucoup de mes podcasts, comme tu le nommes, sur le portage, le cododo, c'était la mère Claude qui se préparait à avoir un enfant. Puis déjà là, juste l'expérience d'être enceinte m'avait rendue plus sensible, puis je trouvais que j'habitais bien mon corps. J'étais bien dans mon corps, puis je me sentais connectée à mon enfant. Puis justement, mes réflexions sur le fait que dès la conception, l'enfant, il est là. Tu sais, on parle de naissance parce que quand il sort du corps de la mère, mais en fait, il est là. Tu sais, c'est une membrane de peau qui le sépare du monde extérieur. Tu sais, il est déjà là. Fait que j'imaginais beaucoup aussi les mouvements humains en continuité. Tu sais, le livre, cette idée-là de continuum, que chaque expérience de vie te prépare à la suivante. Tu sais, fait que ça, pour moi, il y avait beaucoup de beauté à cette époque-là où je sentais que mon corps, mon ventre qui grandissait, le poids qui s'ajoutait de jour en jour graduellement renforçait mon corps. Puis que quand l'enfant allait naître, bien, j'allais le prendre dans mes bras, puis mon corps était déjà prêt à le porter à 8 livres. Puis l'enfant, en grandissant, avait besoin de l'expérience de portage pour lui, tu sais, développer sa compréhension spatiale, pour entendre le cœur de la maman qui bat. Fait que, tu sais, même enceinte, je me disais, Marc Aurèle est dans un environnement sensoriel, puis, tu sais, des trucs simples comme j'évitais d'écouter de la musique sur des écouteurs. Je voulais qu'il l'entende, la musique, fait que je le mettais sur des speakers. Fait qu'il y avait ça qui arrivait, puis mon souhait idéal, en fait, c'est d'accoucher à la maison. Quand j'étais tombée sur les recommandations de Michel Audin, c'est lui qui m'avait fait réaliser que du point de vue, aussi, on a une certaine obsession pour le design, là, puis comment notre habitat influence, comment on se sent, puis comment on se comporte. Puis quand tu entends Michel Audin décrire la scène d'un lieu intime, dans la pénombre,
avec une sage-femme à l'extérieur qui tricote tranquillement. Dans mes tripes, je savais que c'était ça que je voulais vivre. Puis, tu sais, finalement, Marc-Aurèle est né quand il y avait encore des restrictions durant la pandémie. Fait que les sages-femmes n'étaient pas disponibles pour offrir ce service-là. Fait que, finalement, c'est en maison de naissance. Et là, finalement, quelques jours avant sa naissance, il s'est tourné. Je l'ai senti dans mon corps se tourner. Puis c'est là que j'ai été propulsée dans un autre univers qui, justement, me ramenait cet autre paradigme-là dont je voulais m'écarter, qui est un système de santé basé sur la maladie. Dès que j'ai dépassé ma date d'accouchement, en guillemets, je tombais dans une grossesse à risque. Puis là, j'étais dans un univers hospitalier qui est pas dans le sensible, justement. Tu sais, une césarienne, c'est ça. Dans le fond, c'est dur de parler de l'expérience sans dire certains points importants, mais je voulais pas la césarienne, je voulais aider l'enfant à se retourner. Fait que ça aussi, ça l'a amené beaucoup de connexion à mon corps parce qu'il y a une connexion avec le bébé. Puis, de mon point de vue, c'était pas nécessairement problématique non plus d'accoucher un enfant en siège. Puis même, tu sais, avec une des doulas qui m'a aidée à essayer de tourner l'enfant, elle dit, tu sais, parle à ton enfant, demande-lui comment il va. Puis il me dit, Marc-Aurèle, à un moment, m'avait dit, maman, moi, je suis bien. Je ne suis pas en danger. Fait que je pense que c'est quand même confrontant aussi de lire que certaines pratiques sont bénéfiques pour l'enfant puis la mère, de dans ton corps le sentir également. Puis là, j'étais propulsée dans un système extérieur qui m'évaluait sur très peu de critères. Ils m'ont jamais demandé comment je me sens, comment ça va, est-ce que je prends soin de moi, est-ce que je sens que ma santé est bonne. Ils ont juste regardé quelques variables. J'étais une grossesse à risque. Puis leur recommandation, c'est qu'il faut une césarienne. Puis il y a une partie de moi qui... comment dire? Il y a une partie de moi qui est quand même en paix avec ce qui s'est passé parce que je me dis, dans les connaissances que j'avais à ce moment-là, j'aurais pas pu agir autrement. J'avais pas le réseau à ce moment-là pour pull off un enfantement libre, mettons. Tu sais, j'avais pas ce réseau-là, puis je pense que l'important quand on accouche, c'est aussi d'avoir une certaine confiance, puis... Fait que, tu sais, c'est ça. Ça allait... Comment dire? Fait que j'étais assez en paix avec ça. Mais tantôt, tu as dit le mot guérison, puis je pense que l'expérience de la césarienne est excessivement violente pour le corps. Et je sens que Marc-Aurèle sentir bien, somme toute, je pense, j'ai pas l'impression que lui, il y a une marque de ça, mais moi, je le sens maintenant. Tu sais, après 2 ans et demi, il y a un petit répit, je me sens moins en mode survie. Puis là, on dirait que l'aspect de genre, hey, il y a quelque chose de pas réglé avec ce que toi, tu as vécu dans ton corps. Puis tu l'as nommé tantôt, la sortie de l'enfant, tu sais, le passage vaginal, ce maillon-là, je ne l'ai pas vécu. J'ai vécu toutes les contractions parce que j'ai décidé que j'allais avoir la césarienne le jour où Marc-Aurèle allait le décider. Fait que parce que justement, dans l'idée que lui doit vivre cette expérience physique-là pour que tout son corps s'harmonise avec ce qui s'en vient avec la suite, puis que nous, on soit en harmonie. Fait que c'était un de mes souhaits de refuser la césarienne, c'est que je voulais vivre les contractions, puis j'ai eu la chance de les vivre. Fait qu'il manque juste le maillon. Puis il y a eu une pseudo-expérience de peau à peau à l'hôpital, mais c'était entouré, tu sais, d'inconnus dans une salle froide, tu sais, fait que c'était comme... Mais c'était là quand même, le souhait était là. Puis malgré les recommandations des infirmières, Marc-Aurèle a dormi sur moi, alors qu'on me disait de le faire dormir dans une bassinette. Fait que, tu sais, moi, j'étais contente de savoir d'avance qu'est-ce que je voulais faire, mais il manque le maillon du passage vaginal. Puis je pense que j'ai pas encore voulu me pencher pleinement sur cette expérience-là parce que c'est ça la parentalité. En fait, quand Marc-Aurèle est né, l'allaitement a été encore plus difficile que mon rétablissement de césarienne. Fait que c'est comme si l'expérience de césarienne a été éclipsée, puis je l'ai mis comme un peu de côté. Puis je ne veux pas non plus me replonger dans le... Éventuellement, je sais, je vais le faire sur les accouchements de bébés en siège. Tu sais, je sens qu'il y a aussi là, un angle mort collectif qu'on peut adresser, tu sais, ramener cette pratique-là qui a été tassée pour certaines raisons. Fait que, ouais, quand tu as dit le mot guérison, j'ai fait « Ah oui, il y a quelque chose à guérir ». Puis je ne sais pas encore exactement comment, parce que malgré le fait qu'on a fait beaucoup de pratiques proximales, je pense que les pratiques proximales, c'est important d'apporter un certain soin à l'enfant,
puis il y a une harmonie qui va se créer entre la mère et l'enfant. Mais il y a aussi des soins, normalement, qui sont apportés à la mère par d'autres personnes. Puis je pense que le gap vient aussi de ça, tu sais. C'est que une partie de la fatigue parentale venait pas juste de l'expérience d'accouchement, venait aussi de tout le reste, que tu nais, tu as un enfant dans les bras, puis le contexte d'être seule avec un enfant est absolument pas naturel. Fait on dirait que moi, c'est ça, l'idée de « Ah, je me sens isolée avec mon enfant », c'est ça qui a complètement éclipsé l'expérience de césarienne. Puis c'est maintenant que je me pose un peu, que je tisse des belles amitiés, qu'on a des belles discussions, puis que mon système nerveux s'apaise, que je suis comme « Non, c'est fucked up, là. » Tu sais, ton enfant sort de toi par ton ventre. Tu sais, on peut-tu se le dire que c'est bizarre, tu sais, comme... Puis, tu sais, Marc Aurèle, je disais qu'il n'y avait pas eu de répercussions de ça, mais après quelques semaines, lui, il a fait des coliques. Puis, j'étais convaincue que c'était relié, qu'il y avait un lien quelconque. Fait que j'ai fait des recherches, puis je suis tombée sur les études, justement. Le passage vaginal permet l'échange de bactéries, crée le microbiome de l'enfant. Puis, on a trouvé une compagnie qui vendait des probiotiques, on les a mis, et on les a fait boire à Marc Aurèle, puis ça a fonctionné, tu sais, ça l'a apaisé. Fait que ça a vraiment été la marque pour moi je le voyais dans ma tête. Il y a un continuum, tu sais, il y a un enchaînement de choses qu'on est supposé vivre. Puis si on enlève un maillon, il y a des répercussions. Ben oui. Puis toi, tu penses-tu que l'allaitement, les difficultés d'allaitement que tu as eues, justement, proviennent du fait que ce maillon-là n'a pas été là? Tu sais, parce que tantôt, tu disais, là, je suis sortie de cette expérience-là rapidement parce qu'il y avait d'autres choses qui ont buggé, mais dans le fond, tu vois-tu aujourd'hui, avec la distance, qu'il y avait un lien entre le fait que, justement, le continuum n'avait pas été respecté, entre guillemets? Bien, ça, c'est une partie qui m'intrigue parce que l'allaitement, moi, c'est que j'ai produit trop de lait très vite. Fait qu'en 12 heures, genre, je vais le dire parce que c'est une audience de filles, puis mais en fait, j'ai fait une hyperlactation, puis ma sage-femme m'a dit qu'elle avait jamais vu ça. Elle avait vu ça peut-être une autre fois dans toute sa carrière. Puis moi, dans toutes les pratiques que j'ai étudiées, je savais que j'allais faire l'allaitement, mais dans ma tête, c'était intuitif. C'est ça qui est complexe aussi avec certaines pratiques, c'est que il y a des choses qui sont... On a des réflexes, on a des programmations intérieures par notre biologie. Les enfants, ça, on a ça. Mais il y a des choses qu'on sait par une transmission de savoir ou par observation. Puis je pensais que l'allaitement, c'était intuitif, mais ça ne l'était pas. Puis, fait que là, j'avais les seins hyper engorgés. Je pensais que c'était ça, une montée laiteuse. Puis quand les filles disaient ça fait mal, j'étais là, je comprends, tu sais. Mais là, je commençais à être inquiète parce que je commençais à faire de la température. Puis je me disais, hors de question que je retourne à l'urgence, que j'aille à l'urgence. Puis grâce aux sages-femmes qui ont été comme 3h30 avec moi une soirée, elle a réussi à trouver des solutions. Puis elle a fait ce que moi, j'avais besoin à ce moment-là. Elle me regarde. On dirait que dans ma tête, elle était comme une coach de sport. Là. Comme si, elle ne m'a pas pris par les épaules, mais comme elle me regarde dans les yeux, puis elle est comme... Là, la meilleure chose pour toi puis ton enfant, c'est que ton enfant boive ton lait. Tu sais, tu as trop de lait, il veut se nourrir. Puis, tu sais, parce que si je pompe du lait, ça fait que, justement, tu brises le maillon. Tu sais, si tu pompes du lait, tu dis au corps, produis plus de lait. Puis, je pouvais redonner, mettons, le lait à Marc Aurèle par le biberon, mais j'avais étudié aussi beaucoup tu sais, je voyais l'allaitement aussi de l'angle du mouvement, comme à quel point l'allaitement va aider au bon développement de la mâchoire, des voies respiratoires. Tu sais, j'avais lu que, tu sais, les recommandations en ce moment, c'est 6 mois, mais normalement, ça devrait être... L'OMS, je pense, c'est 2 ans, leur minimum, mais quand tu regardes des tribus, c'est de 4 à 7 ans. Fait que l'idée de tout de suite aller au biberon, moi, j'avais de la résistance par rapport à ça. Puis là, ma sage-femme, elle est comme... elle était pas de même partout, mais dans mon souvenir, c'est comme... Marc-Claude, t'es capable de faire ça. Puis la meilleure chose, c'est justement, encore une fois, de ramener l'harmonie, que nos corps se synchronisent. Puis pour que les corps se synchronisent, c'est quand même fou de dire comme t'as trop de lait, puis ton enfant a besoin de boire, puis il va boire, puis ça va être... En ce moment, c'est douloureux, mais éventuellement, ton corps va savoir combien de lait produire, puis ça va se résorber. Puis j'ai tellement été reconnaissante à ce moment-là de sa fermeté, sa conviction, parce que moi, j'avais cette conviction-là aussi. Fait que, tu sais, j'étais contente qu'elle me soutienne là-dedans. Puis j'étais absolument épatée par les mécanismes de la vie, tu sais, qui fait que, tu
sais, même le lait change selon le moment de la journée pour assoupir l'enfant. Puis là, je suis comme, il y a un émerveillement pour le corps qui est revenu par la maternité, je crois. Fait que, tu sais, c'est comme... J'aurais aimé ne pas vivre ça, sincèrement. Mais c'est ça que j'ai vécu, puis je suis contente de tout ce que ça m'a... Tu sais, je vise quelque chose, tu sais, puis j'essaie de suivre un chemin. Mais même quand on est off-track, il y a un apprentissage là, puis des fois, c'est encore même plus percutant. Fait que ouais, c'est ça l'allaitement, en fait. Fait que c'est ça qui m'intrigue. J'ai une hypothèse, mais je suis vraiment pas sûre. Je l'ai pas cherché. Je me demande si c'est les solutés post-accouchement ou pendant la césarienne qui ont influencé la taille de mes seins ou le lait produit. Mais j'ai vraiment pas cherché. Je sais que, mettons, un enfant, tu sais, s'il y a un soluté de la mère, l'enfant va être un peu plus chubby à la naissance. Fait que, tu sais, j'ai vraiment pas exploré ça. Mais, ouais, moi, tout ça m'intriguait à explorer. Narvaez, elle va parler dans son livre du concept de l'utérus externe. Là, on va parler de continuité sensorielle transnatale. Fait que pour continuer justement dans ce continuum-là, le bébé va sortir du ventre de sa mère, puis il s'attend à une continuité. Là, même si nous, le continuum a été brisé pour une raison ou une autre, le bébé, lui, il reste avec les mêmes attentes. Il y a un décalage à cet endroit-là. Fait que là, le bébé il sort du ventre de sa mère, il s'attend à cette sécurité-là qu'il ressentait dans le ventre de sa mère, il s'attend à être enveloppé, à être trop chaud, à être nourri dès qu'il a faim, comme ça se passait dans le ventre. Puis moi, une chose que j'aime beaucoup rappeler aux gens, c'est qu'on est extrêmement immature. Il y a seulement 25 % de notre cerveau qui est développé à la naissance. Là. Fait qu'on est vraiment au stade du fœtus comparativement à d'autres mammifères. Puis l'idée, justement, avec ces pratiques-là que vous avez intégrées, Vince pis toi, je pense que c'est entre autres de poursuivre ou de recréer cet environnement douillet-là, cet environnement sécuritaire-là que le bébé avait dans quand il est en contact avec vous, tu sais. Puis, j'ai envie que tu me partages parce que là, ce que je constate, c'est que toi, tu avais déjà décidé avant de faire ces pratiques traditionnelles-là. Est-ce que toi, c'était déjà dans cette visée-là est-ce que tu avais conscience à ce moment-là du continuum ou c'est justement avec le temps puis avec ce qui s'était passé, la rupture justement du continuum avec l'accouchement de Marc-Aurèle, qu'il y a d'autres réflexions qui ont émergé? C'était quoi un peu le aha moment dans tout ça, là? Le aha moment, c'était... Tu sais, fait que je partais du monde du jeu libre, là, tu sais, puis qu'est-ce que les enfants, tu sais, comment offrir des bonnes opportunités de jeu. Puis là, tranquillement, on rajoutait d'autres facettes de mouvement dans notre quotidien. Fait que, tu sais, la vie au sol, c'est créer un bureau dynamique. Fait que, tu sais, on était des jeunes, pas d'enfants, là. Fait qu'on a testé plein d'affaires dans notre appartement. On avait un jeu d'or, on avait des anneaux olympiques. Tu sais, c'était comme notre appartement était devenu un peu un terrain de jeu. Puis c'était vraiment trippant, honnêtement. Puis on dormait au sol. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à faire des recherches sur comment l'humain dormait. Puis je voulais vraiment juste savoir c'était quoi, ça ressemblait à quoi le lit. Puis j'espérais trouver déjà, j'étais déjà biaisée, je me disais, c'est sûr que c'était pas un gros lit moelleux là, sur pattes. Là, fait que je commence à chercher je fais faire des recherches là-dessus. Puis là, je tombe dans l'univers des historiens de l'étude, de la préhistoire, l'anthropologie, les biologistes de l'évolution. Puis le constat, c'est que l'humain a dormi en groupe toute l'histoire de l'humanité, à part peut-être 100 ans, l'humain dormait en groupe, tu sais. Puis juste là, j'ai fait, il y a un filon là, qui est vraiment intéressant. Puis c'est devenu ma question par défaut. Comment l'humain faisait avant? Puis encore une fois, toujours sous l'angle du mouvement. Fait que tu sais aussi, par exemple, après ça, tu tombes sur des photos de portage dans plein de cultures, puis tu vois des enfants porter des bébés, puis tu vois des personnes âgées porter des enfants, puis j'étais juste émerveillée de ça, puis c'était évident qu'il y a une expérience humaine
d'avant ou d'ailleurs dans le monde en ce moment qui se passe encore, qui est vraiment différente puis plus riche que ce qu'on vit en Occident. Puis on s'en rend pas compte parce qu'une culture, c'est ça, on la voit plus, tu sais. Puis là, pour moi, je tripais ma vie, là. Tu sais, c'était une chasse au trésor de dire « Wow, OK, puis il y a quelle autre pratique? » Tu sais, puis... fait que c'était initialement plein de pratiques déconnectées. Fait que, tu sais, on parlait du portage tantôt, puis dans cette continuité-là de, c'est ça, renforcer le corps. Puis là, je me disais, bien, si mon enfant, il a une bonne compréhension spatiale, parce que dans mes bras aussi, il y a un meilleur agrippement, parce qu'éventuellement, il s'agrippe sur la mer. Moi, je repensais au jeu libre, je me disais, quand il va être rendu au sol, il va avoir un corps peut-être déjà prêt aux prochaines étapes, qui éventuellement l'amène à marcher, puis après à jouer, puis à courir partout, puis à grimper à des arbres, whatever. Fait que moi, je voyais tout ça en continuité, mais j'avais pas ce vocabulaire-là avant. C'est vraiment quand j'ai lu le livre de Continuum Concept, le concept de continuum de Jane Lidloff, que moi, ça m'a fait du bien, parce que j'ai fait « Ah, c'est ça le mot qui manquait ». Puis elle, ce concept-là a émergé dans l'étude, justement, d'un peuple chasseur-cueilleur en Amazonie. Puis son observation, c'était ça. Elle, son cas, c'était ça. Ah, les New-Yorkais névrosés que j'ai côtoyés toute ma vie, puis les Européens comme névrosés, c'est pas ça. La norme, l'humain peut être profondément heureux dans un contexte normal, puis c'est elle aussi, elle dénote toutes ces pratiques-là qu'on nomme en ce moment. Fait que c'était intéressant parce que, tu sais, souvent, on a l'impression... C'est ça, même avant d'avoir Marc-Aurèle, je me rappelle, j'avais eu une invitée au podcast, je pense que c'était avec Julie Filiatron, on parlait de jeux libres, puis on a réalisé que, ou une invitée qu'on parlait pas de tâches, qu'il y a un des problèmes dans la société en ce moment, c'est qu'on veut que les bébés soient autonomes. On veut développer l'indépendance des bébés. Puis autant, moi, j'étais pro-jeu libre, puis je me disais, les enfants peuvent jouer librement, puis développer leurs compétences, puis ils vont grandir à des êtres comme créatifs et indépendants. Mais grâce aux entrevues de podcast, j'avais fait préalablement le maillon, la continuité que je voyais, c'est de dire, comme tu l'as nommé tantôt, non, un bébé humain est 100% dépendant des adultes autour de lui, des humains autour de lui. Si on met un bébé humain dans une forêt, il ne va jamais en sortir. Il faut comme le réaliser, tu sais, Puis il y a quelque chose d'inconfortable à se dire ça parce qu'on est une société individualiste qui a tellement valorisé la liberté qu'on attribue cette valeur-là, cette quête-là à des bébés à un stade où ils sont absolument pas libres, sont 100% dépendants de nous. Puis c'est nos soins, puis notre accompagnement, puis la proximité qui fait que l'enfant agit, tu sais, fait sa place dans le monde. Comme le portage, il y a ça aussi, c'est pas juste qu'il est collé sur la mer. C'est pas juste une pratique de « je te colle puis je te garde ». Pour moi, c'est une pratique de « t'es sur moi pendant que je vis mon quotidien ». Fait que tu vois le monde autour de toi, t'es exposé à un nouvel environnement à l'externe, aux étrangers, mais t'es dans la sécurité de mon corps. Tu sais, l'enfant, il sent la peau, sur lui, il sent les odeurs de la mer, il entend sa voix. Une des choses qui m'avait fait choisir le portage, c'est que je lisais une étude comme les poussettes qui font face à l'avant. Il y avait une hypothèse que ça peut affecter le développement du langage de l'enfant parce que l'enfant est supposé... Tu sais, s'il est collé sur la mer, il entend ta voix, là. Comme il l'entendait peut-être même dans ton ventre, ça se rapproche de ça. Puis le fait que l'enfant est à la hauteur des yeux de d'autres adultes fait qu'il voit leur visage quand les gens s'expriment. Fait que souvent, quand moi puis Vince, on s'amuse à analyser tous les objets qui nous entourent, puis à analyser l'effet sur notre corps, puis à dire, c'est pas que la poussette, c'est mal, tu sais, mais l'expérience sensorielle n'est pas la même pour l'enfant. Fait que si un enfant est toujours la combinaison de poussette, siège de taux, siège à la maison, chaise haute, tu accumules tous ces moments-là, puis on commence à réaliser que l'enfant ne vit plus le monde de la même façon qu'il s'attend à le vivre puis à l'expérimenter. Fait que je me disais, ça, c'est juste une facette, le développement du langage selon l'angle puis la position de l'enfant dans l'espace. Fait que moi, mon hypothèse, c'est de dire, OK, je ne vais pas passer 10 000 heures de plus à chercher les études scientifiques ou à en produire ou à analyser chaque facette. Je suis juste arrivée avec la conclusion que si je me rapproche de ce qui est naturel, tout le reste va découler positivement, tu sais, dans le sens que
c'est un peu comme un jardin, tu sais. Il y a une expression qui dit « si la plante ne fleurit pas, nourrit le sol ». Essaie pas de guérir la plante, essaie pas de réparer la plante. Fait notre obsession, c'était on va créer le contexte idéal, puis on va avoir confiance que la vivacité va juste être le résultat. Puis quand c'était pas le cas, un peu comme avec les coliques, de se dire « ah, OK, il y a une souffrance, il y a une douleur, il y a un message. Qu'est-ce qu'on peut changer? Quel maillon manque? » Fait que... Ouais. Souvent, on a comme des attentes. Tantôt, mettons, tu parlais d'autonomie, tu sais, puis on a l'impression qu'on doit apprendre l'autonomie aux enfants. Un autre exemple que j'aime beaucoup donner, c'est, mettons, l'empathie. Tu sais, comme de plus en plus, on va entendre parler de gens qui veulent apprendre l'empathie à leurs enfants, alors que c'est le fruit. C'est quelque chose qui arrive à un moment donné parce que, justement, la plante, elle a poussé, puis elle avait qu'est-ce qu'il fallait pour pousser. L'autonomie, ça apparaît pas au milieu du vide, ça apparaît pas au milieu de la forêt, comme tu disais dans l'image du bébé qui est comme abandonné dans la forêt, tu sais, ça s'ancre à quelque part, tu sais. Puis moi, j'aime vraiment dire, c'est comme si l'enfant, faut qu'il s'ancre dans son parent avant de s'ancrer dans la vie, tu sais. Je trouve que le portage, justement, c'est une belle image de ça. Tu sais, de s'imaginer l'enfant qui est agrippé sur son parent, puis les mouvements que sa mère fait, c'est ses mouvements à lui. Puis justement, le fait, tu sais, de plus en plus, on commence à prendre conscience de ça, mais tu sais, moi, pour avoir travaillé en pouponnière, le nombre de fois qu'on entend, tu sais, des éducatrices dire « ben il faut pas le prendre trop parce qu'on va l'habituer, tu sais, il faut qu'il apprenne à jouer seul, tu sais. » Fait que c'est ça, c'est qu'on veut apprendre des choses aux enfants, alors que c'est simplement de lui offrir l'environnement où le continuum va pouvoir être respecté, qui va faire émerger tous ces fruits-là, tu sais. Et voilà, donc c'est ce qui amorce ma conversation avec la fabuleuse Marie-Claude, l'éloquente Marie-Claude. Je pense que si c'est la première fois que vous l'entendez parler, vous découvrez un nouvel univers. Je vous invite vraiment à rester à l'affût parce que le reste de la conversation est juste un pur délice. C'est dans 2 semaines que vous allez pouvoir vous régaler justement de ce délice. Les émergents, c'est plus qu'un podcast pour moi. C'est une passion, une contribution que je suis de plus en plus ravie de partager avec vous. Je suis Elisabeth Dufresne, la créatrice de cette émission, puis je suis extrêmement reconnaissante de votre fidélité, de votre soutien. Et de plus en plus, je vous rencontre ici et là dans divers événements. Et c'est tellement satisfaisant de savoir qu'il y a quelqu'un qui écoute de l'autre côté du micro. Un immense merci à Étienne Dufresne pour notre musique originale, à Florence Rivet pour son talent d'artiste qui illumine notre couverture. Si cet épisode-là vous a inspiré, je vous invite à exprimer votre soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles ou un commentaire via Apple Podcast. Partagez aussi cet épisode-là sur vos réseaux sociaux en me taguant Elisabeth.Dufresne. C'est vraiment une excellente façon de m'encourager à poursuivre mon initiative. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour poursuivre la conversation. Et d'ici là, merci encore de votre écoute, de votre engagement et bon printemps!